Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Ce matin, nous nous intéresserons au Niger, le Niger qui annonce la nationalisation de son unique mine d'or exploitée par un groupe australien, le McKinnell Resources Limited, pour manquement grave. C'est ce que, en tous les cas, donnent comme raison les autorités nigérianes. Tout de suite, on va voir les relents de cette affaire. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin avec nous, notre consultant à Ifriqiya FM, Abdelkader Soufi, analyste des questions internationales et professeur universitaire. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toujours Alors, un plaisir. Abdelkader Soufi, le Niger, je pense que se prend dans un élan de souverainisme en procédant de manière successive à la nationalisation de ses richesses et de ses mines. La dernière fois, c'était bien sûr avec le groupe Orano, le groupe français, concernant l'uranium. Aujourd'hui, c'est les mines d'or, d'ailleurs la seule que contient ou qui a ce pays, les mines d'or au Niger, et qui est exploitée par un seul groupe australien, le McKinnell Resources Limited. Le prétexte évoqué, ou si vous voulez la raison, pourquoi pas, évoqué par les autorités nigériennes, serait de graves manquements. Alors, que faut-il penser de tout ça, Abdelkader Soufi? Vous savez, je crois que le Niger aspire à avoir une souveraineté totale sur sa ressource naturelle, bien sûr, tout à fait normal. Ensuite, donc, le Niger veut aller de l'avant et veut avoir un contrôle de ce qui se fait chez lui. Maintenant, donc, la société australienne McKinnell Resources Limited, Resources Limited est une société, une grande société en fait australienne. Sauf que, donc, et selon lui, et dire que cette mine qui a été exploitée par ce groupe-là a été totalement nationalisée. Donc, elle rentre à 100% entre les mains plutôt sous le contrôle de l'État du Niger. Il se trouve que quand on suit ce qui a été rapporté, que cette société donc détournait le produit en or. Est-ce qu'il a été confirmé justement? Je suis en train de dire selon les rapports. Donc, les rapports qui ont été rapportés par les médias. Je ne pense pas que ceux du Niger, s'ils ont décidé de le faire, c'est parce qu'ils ont leur raison et peut-être qu'ils ont vu que constaté que le produit présenté, le produit exploité n'était pas de la même, c'est-à-dire ne répondait pas à la même quantité. Et je crois que de ce point de vue, il est tout à fait normal que le Niger a le droit de résilier et de nationaliser, car les accords ou le contrat de facto n'est pas respecté par la société australienne, donc selon les dires bien sûr, et par conséquent cela donnerait de facto le droit au Niger de résilier et de nationaliser. D'ailleurs, le Niger dit que les raisons pour lesquelles il y a eu cette nationalisation, c'est bien sûr de graves manquements et surtout c'est dans le but de sauver cette entreprise hautement stratégique. C'est dire que, Abdelkader Soufi, que certainement, si cette compagnie continuait à exploiter cette mine, il aurait pu y avoir, comme le dit donc
les déclarations des autorités nigériennes, il y aurait pu avoir un danger puisqu'il s'agit d'une entreprise hautement stratégique, parce qu'il faut la sauver. Donc, est-ce que ça a été au bord de la ruine? Est-ce qu'ils ont constaté vraiment des dépassements très graves qui causeraient préjudice? C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Ou est-ce que c'est tout simplement le Niger qui décide de reprendre tout simplement sa souveraineté sur ses mines d'or et sur ses richesses? Moi, je trouve qu'il y a une contradiction donc, entre nationaliser et sauver une société qui n'est pas... Les deux à la fois. Qui n'est pas nigérienne. Oui. On parle de la société... Non, et pour sauver les mines, surtout. Ah, pour sauver les mines et les gisements. Vous savez, la société australienne, elle s'est implantée depuis 2019. Après que la Société du patrimoine des mines du Niger, la SOPAMine publique, lui avait cédé 80% de ses actions. Et la société dispose de permis d'exploitation d'or dans la région de Tel Abéry-Ouest. Donc, en 2023, la production d'or industrielle de la mine s'élevait à 177 kg, tandis que la production artisanale du pays était de 2,2 tonnes. Selon un rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries. C'est à voir que avec une manière plutôt traditionnelle et archaïque, artisanale, on arriverait à produire plus que ce que produit une société. C'est là où il y a le problème. Alors, une société d'envergure mondiale, l'australienne, elle produit 177 kilos avec les moyens de technologie de pointe avancée, tout ça. En contrepartie, d'une manière artisanale, on a produit 2,2 tonnes. C'est normal que cela il y a pousse... dysfonctionnement. Bien sûr, c'est flagrant. Comment, avec tous les moyens qu'il y a, vous ne produisez que 177 alors que artisanalement, on produit 2,2 tonnes. Oui. Ça veut dire qu'il y a vol. Il y a plus qu'un vol. Il y a détournement. Tout a été érasé. Ouais. Vous savez, c'est combien? C'est à peu près... le quart. C'est à peu près presque 2 tonnes. Non, 2 tonnes et des poussières. Oui, vous pouvez imaginer sur 77 Alors, kilos. C'est 2 tonnes qui ont disparu. C'est-à-dire qui n'apparaissent pas. D'ailleurs, cette vaste zone, elle est proche des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Elle se situe dans la zone des 3 frontières. Oui. Et qui est sujette aux violences des groupes terroristes dans le pays. Comme par hasard, les groupes terroristes actifs dans cette région, et aussi, comme par hasard, aussi cette société, elle ne produit que 167 kg, alors que le potentiel est... C'est pour ça que Abdelkader Soufi, les autorités nigériennes avaient déclaré que depuis la prise de contrôle par cette société, SML, la mine s'est retrouvée dans une situation économique alarmante. Alors que dès le début du contrat, on pensait que cette société allait peut-être redoubler la production de l'or et bien sûr enrichir les dividendes. Sauf que là, on se retrouve avec une situation économique alarmante. C'est de là que sont venues les questions, justement. Est-ce que cette société travaille pour d'autres intérêts que celui qui a été stipulé sur l'accord entre le Niger et cette société ? Vous savez, il y a beaucoup de flou parce que déjà les autorités du Niger reprochent au groupe australien de ne pas avoir exécuté un plan d'investissement indicatif d'au moins 10 millions de dollars qui devait être élaboré 3 mois après la prise de contrôle de la société. Le non-respect de cet engagement. Est-ce que c'est pour cela que la société ne produit pas? Parce qu'elle n'a pas investi, ou bien parce que aussi elle pouvait, cela justifier justement la quantité proposée à l'État du Niger. Du moment que nous avons dit que d'une manière artisanale, on pouvait produire 2,2 tonnes d'or, et que cette société, donc si elle n'investit pas,
combien même elle n'investit pas, elle peut toujours atteindre ce chiffre. Et même le doubler. Et le doubler. Sauf que de manière industrielle, elle n'est arrivée qu'à 177 kilos. Alors là, la question à se poser, est-ce que parce que les Australiens pouvaient produire davantage, le groupe davantage, sans pour autant investir? Voilà. Et en contrepartie, dire que nous n'avons pas pu produire, que nous n'avons pu produire que 147 kg, parce que nous n'avons pas pu investir et parce que la région, elle est dangereuse. Oui, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il est vrai que le gouvernement a critiqué cette société qui, donc, sur un plan d'investissement de 10 millions de dollars, mais n'empêche que cela a entraîné, justement ce manque d'investissement a entraîné des arriérés fiscaux et salariaux, parce qu'il y a aussi des dividendes sur ça, des licenciements de travailleurs et puis surtout une dette significativement accrue. Ainsi que des arrêts de production pour le pays. Tout ça, sur le plan économique, ça coûte énormément cher, surtout pour un pays comme le Niger. Les yeux de la tête. Oui. Les yeux de la tête, mais surtout, vous avez vu que quelques mois auparavant, le Niger avait nationalisé la société Somaïr, filiale du géant français de l'uranium Orano. Cela veut dire que les multinationales qui sont puisque nous restons au Niger, donc jouent un jeu malsain et on prend les Africains en général, les gens du Niger pour des dupes et des naïfs, et qu'on pouvait donc leur mentir facilement et les spolier, les exploiter sans pour qu'ils puissent réagir ou se rendre compte. Et si cela a été fait par le groupe français, a été fait par le groupe australien, je crois qu'il a été fait par d'autres groupes aussi. Ça a été fait par le passé aussi. Mais bien sûr. Et c'est pourquoi ce sont ces pays tels que le Niger, ce sont des pays riches pauvres, qui ont des richesses énormes, qui pouvaient profiter à des générations et à des générations, puisqu'ils pouvaient permettre la mise en place de structures d'État, le fondement aussi de bases économiques et agricoles, et j'en passe. Et au lieu de tout cela, la population a été appauvrie, l'État a été affaibli, voire détruit, et c'est automatiquement que la brèche s'est ouverte sur le crime organisé, sur le terrorisme, parce que aujourd'hui l'État, il faut le dire, n'a pas le moyen suffisant pour faire face à ces défis et à ces menaces. C'est vrai qu'au départ, pour l'instant, la société australienne n'a pas communiqué. Ça, il faut le dire pour l'instant. Je ne sais pas si même ils ont l'intention de le faire. N'empêche que, si vous voulez, la société australienne, ça fait 6 ans qu'elle exploite donc, dans la région. Le problème, c'est je crois qu'elle n'a pas besoin de communiquer. Écoutez, au départ, j'avais dit que c'est selon les communiqués. Maintenant, selon les chiffres. Tout à fait. Nous essayons d'analyser à partir des chiffres. Voilà. Donc, si nous pouvions avoir une production artisanale qui dépasse les 2 tonnes, alors pourquoi il est incompréhensible, voire impossible de concevoir qu'une société qui vient d'Australie, avec tous les moyens qu'elle a, et non, mais d'autant plus que ils sont là, donc, et qu'ils avaient un plan. Et qu'elle ne produit que 147 kilogrammes. Déclarés. C'est les déclarés. Ça veut dire qu'il y a peut-être... non, si elle dit qu'elle ne produit que 147, ça veut dire qu'elle est en déficit. Oui. Et là, c'est vraiment prendre les gens pour des dupes, comme vous l'avez dit. C'est impossible, puisqu'on a produit manuellement et artisanalement 2 tonnes et plus. Elle pouvait déclarer au moins 1 tonne et demi, 1 tonne et demie. Et ça aurait pu parce que là, ça passer, donc on aurait pu avaler la pilule, comme on dit. Oui, on aurait fermé les yeux.
fermer les yeux sur ça. Le problème, c'est que le Niger, qui pensait, en faisant appel à cette société australienne, peut-être redoubler la production, bien sûr, se retrouve aujourd'hui de plus en plus endetté, avec de l'endettement derrière tout ça. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, il faut peut-être, par cet exemple du Niger qui va vers la nationalisation de ses ressources, peut-être revoir les politiques africaines avec ces multinationales concernant l'exploitation des mines, que ce soit d'or, d'uranium, et Dieu sait encore, sachant pertinemment que le sous-sol africain regorge de richesses. Vous savez, nous avons dit dans une émission passée que on pouvait toujours chercher comment créer ou voir s'il y a des sociétés africaines qui existent et qui ont ce potentiel de pouvoir exploiter et travailler communément. En plus, cela n'empêcherait pas d'intégrer des gens, des locaux, des ingénieurs et une ressource locale dans l'action, ce qui permet le transfert de la technologie, travailler ensemble ou créer une société mixte entre le pays, notamment puisqu'il s'agit du Niger, et un autre pays africain ou une multinationale africaine ou une société africaine qui peut le faire. Et là, on serait dans un bénéfice équitable. Et surtout, on peut voir où va le produit. Et cela permettra fatalement à l'État de récupérer ses biens. De rentabiliser. De rentabiliser et surtout d'injecter dans... C'est pour ça qu'il faut aller vers de nouvelles règles avec ces multinationales. Parce que là, finalement, ce qu'on ne dit pas, c'est que les autorités nigériennes reprochent notamment à ce groupe australien de ne pas avoir, je cite, exécuté un plan d'investissement indicatif, d'au moins 10 millions de dollars qui aurait dû être élaboré 3 mois après la prise de contrôle de cette société. Alors qu'ils sont c'est-à-dire dans l'immédiat, 3 ans. Alors que là, ils sont depuis 6 ans et on n'en est qu'à 170 kilos. Donc, c'est énorme en matière, comme le disait, d'investissement. Écoutez, moi je dis qu'il n'y a que le premier pas qui compte. Celui qui n'ose pas, celui qui n'essaye pas, il restera toujours à la traîne. Oui. Il est temps que nous autres Africains commencions à réfléchir que nous pouvons faire. Il n'y a pas de différence entre les humains. Ils ne sont pas une classe supérieure à l'Africain. Oui, mais là, et l'Africain a démontré à travers le monde qu'il a non seulement de la jugeote, mais qu'il a aussi un QI beaucoup plus élevé que même ceux de l'Occident. Et moi, je peux parler ne serait-ce que des Algériens, parce que je connais le cas. De se justifier. Alors qu'ils sont par des centaines de milliers à faire le bonheur des multinationales. Tout à fait. Alors, donc si on va de ce principe, c'est eux, ils ont pu faire des sociétés sur capables. Le dos de l'Afrique, il faut dire aussi. Il faut le faire. Les Chinois ont cru en eux. Ils sont venus de très loin, ils sont en train de dominer le monde économiquement. Les Japonais ont été détruits totalement et ils se sont les Allemands aussi se sont relevés après la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, c'est pareil. Des pays qui ont émergé en Asie, tels que les pays des dragons et même le groupe de l'ASEAN et tout ça. Donc, on peut le faire ici en Afrique. Est-ce que vous pensez, Abdelkader Sofi, pour conclure, que le Niger, ou l'exemple du Niger en ce moment, pourrait faire tache d'huile par rapport aux pays voisins, surtout les pays de l'AES, par exemple le Burkina Faso, la Guinée ou encore... C'est-à-dire, est-ce que d'autres pays de la région, et surtout de ce groupe de l'AES, pourraient emprunter les mêmes pas concernant la nationalisation? Écoutez, l'expérience reste une expérience. Si aujourd'hui, au Niger, donc après la nationalisation, et cette nationalisation donnera ses fruits, ça veut dire que... Les résultats disons que l'État du Niger fera bon escient de cette quête de recouvrir ou de reprendre sa souveraineté sur ses gisements et aussi donc trouver la solution qui lui permet d'optimiser l'exploitation et que cela apparaît au grand jour, que l'acte en lui-même a été salvable, a été positif et a été surtout bénéfique à l'État. Cela pousserait éventuellement d'autres pays
que ce soit de l'AES ou autres en Afrique, à emprunter le pas. Oui, et dans ces cas-là, comme je le disais, peut-être qu'il faut réfléchir à nouveau sur les modalités des multinationales sur lesquelles on va signer des accords sur de long terme. Et surtout, lorsqu'on signe un accord, quel qu'il soit, à savoir les 90 contre 20, ou contre 10, ou 80 contre 20% pour l'État qui donc donnerait ses mines à être exploitées, peut-être qu'il faudrait aujourd'hui réfléchir carrément ce processus, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Et on a vu que c'est ce genre de processus qui a finalement encouragé, si vous voulez, la corruption dans certains pays africains et qui a miné certains pays africains, parce que cela aussi a arrangé certaines multinationales. Vous savez, on a pris le cas de cette société d'or, de cette mine d'or au Niger. Combien de gisements et combien de régions très riches en Afrique, la République démocratique du Congo, par exemple. J'y arrive justement. En Afrique, sont restés donc paisibles. Presque aucune. Regardez la Libye, le Soudan, le Congo, le Mali, l'Angola, le Mali, Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Centrafrique. Là où il y a un gisement, Sierra Leone, là où il y a un mal qui s'est installé. Je crois qu'il faut dire basta ici en Afrique. Il faut qu'on se rende à l'évidence, qu'on se sert de nous pour qu'on s'entretue et pour qu'ils prennent nos biens. À moindre coût. Bien sûr. Il est temps que les Africains puissent prendre conscience que ce qui se passe chez eux et qu'ils le nourrissent eux-mêmes par leur propre personne et par leurs propres moyens au détriment de leurs États, c'est une forme de suicide. Et c'est une autre forme de colonialisme auquel, malheureusement, nous autres Africains, nous participons. Il est temps de prendre les armes, de sortir de ce de prendre les armes du développement et de la technologie et de s'opposer farouchement à toute forme de crime organisé, et d'exploitation humaine et aussi forme de terrorisme. Se ranger du côté de leurs États. C'est à ce moment-là qu'on peut mettre terme à l'instabilité et permettre un développement. Et surtout, quand il y a ce développement et un travail en commun, c'est l'amour des Africains qui grandit entre eux. C'est l'amour envers leur patrie, c'est l'amour entre nous tous. Et surtout, c'est la stabilité et le moyen de faire face à la montée en force des extrémismes, des extrémismes un peu partout en Afrique. Merci beaucoup, Abdelkader Sofi. Même si je sais que quelque part l'amour ne suffit pas finalement à construire des nations et encore moins des continents lorsqu'il y a des mains étrangères. Et ça, vous le savez mieux que moi. Merci beaucoup, Abdelkader Sofi. Je rappelle que vous êtes notre consultant et Felkia FM. On se retrouvera la semaine prochaine certainement pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel.